Aujourd'hui, eh bien, on va prendre la suite donc, des séries auxquelles vous avez déjà participé et on va en fait parcourir un petit peu la carte du restaurant qu'on se permet d'ouvrir malgré les contraintes sanitaires, où on vous propose un certain nombre de choses que vous pouvez envisager de consommer par la suite dans le cadre du projet Lithopart. Alors, le menu du jour, il va consister en fait à faire une très rapide exploration des outils qu'on a développés depuis presque 20 ans pour certains, qui s'appellent couplage, et qui sont en fait des choses au service de la participation des citoyens, des élus, des acteurs intermédiaires, des associations, et que donc on s'est proposé d'accompagner dans le cadre de ce projet pour les enjeux de résilience en Occitanie. Il va s'agir aussi de partager un peu un certain nombre de commentaires et de suggestions. C'est les deux thèmes du jour. Et je vais faire la première partie, Eva fera la seconde. Alors, qu'est-ce que c'est que couplage? Couplage, en fait, c'est surtout d'abord un regard sur la participation, non pas comme un truc bidon qui consisterait à faire passer des choses qui sont décidées à l'avance, mais bien à une façon de voir comment les citoyens particulièrement peuvent être partie prenante d'étapes de décision auxquelles ils ne sont pas forcément associés au départ, ce qui est en ligne avec les évolutions au cours de la réglementation depuis 2016. Et alors, tout n'est pas possible et on n'est pas là pour forcer la porte à tout prix, mais on est là pour voir ce qui est envisageable et comment finalement on va pouvoir enrichir l'action publique avec ces différentes étapes. Et le cercle que vous voyez au milieu, et on dit préparation de la participation, panorama, prospective, préférence, planification, priorisation, portage. Alors, c'est des grands mots. On va essayer de voir un peu ce qu'il y a derrière. Et en fait, c'est ces étapes-là qu'on peut envisager d'ouvrir et qu'en fait, que vous pouvez décider d'ouvrir pour partie par rapport au projet à conduire. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le couplage? Bon, il y a des étapes de participation à ouvrir plus ou moins, c'est des choix. Il y a des méthodes et des outils qui sont libres et qui sont disponibles pour les participants. Il y a une équipe d'appui, c'est nous, avec différentes personnes. Certaines sont présentes ici, d'autres ne sont pas là. Et puis, il y a aussi des outils en ligne. Voilà. Et ces outils, ils sont un petit peu ce qu'on va discuter aujourd'hui par rapport à des besoins, avec en arrière-plan l'idée du pilotage, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on fait avancer le schmilblick dans ses affaires de participation à l'échelle d'un territoire pour trouver les meilleurs compromis, les meilleurs chemins de passage pour le travail. Alors, je reviens un tout petit peu là-dessus et j'essaie de discuter très rapidement ces outils. Le premier outil, il consiste à préparer la participation. Et il va s'agir en fait de décider ou de faire décider un peu à tout le monde, y compris aux citoyens, comment ils vont décider. Alors, ça paraît un peu compliqué, mais en fait, en général, on ne permet pas aux citoyens de donner leur avis sur la façon dont ils vont décider. À certains moments, on peut leur demander leur avis, mais on leur demande en tout cas rarement leur avis, voire jamais leur avis sur l'organisation même de la décision. Et donc, il va bien s'agir ici d'organiser des conditions par lesquelles il peut y avoir un dialogue sur l'organisation de la participation et le rôle de chacun dans cette décision. Un deuxième outil dont on va parler, c'est quelque chose qui va s'intéresser plus spécifiquement aux observatoires participatifs ou à la façon dont les gens, finalement, peuvent observer leur environnement et produire de la connaissance et du savoir sur leur environnement. Et là, l'idée, ce n'est pas tellement de le faire, mais de discuter comment on pourrait faire et finalement, qu'est-ce qu'on a envie de savoir comme citoyen sur son environnement et comment on peut l'observer, qu'est-ce que soit on peut faire, mais qu'est-ce qu'il faut aussi demander à des experts, parce qu'on ne peut pas tout faire, bien entendu, il y a des choses qui relèvent de l'expertise et de la connaissance scientifique. Et puis, il y a un autre outil qui est moins participatif, qui porte en fait sur ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance, c'est la façon dont les décisions sont réellement prises. Et là, en particulier, ça regarde vers le passé, ça regarde comment les décisions étaient prises avant. Et puis, évidemment, à partir de là, on va essayer d'en tirer des leçons. Un autre outil qui est à la fois très important, très historique pour nous et qui va probablement intéresser certains d'entre vous, va permettre en fait de construire une image du territoire, de s'asseoir autour d'une table ensemble et de bâtir ce qu'on appelle un modèle, c'est-à-dire une représentation de la façon dont le territoire fonctionne, et d'utiliser ce modèle plus tard pour simuler. Alors, on va faire ce qu'on appelle des jeux de rôle, donc on va essayer d'explorer ensemble des façons de faire autrement, d'agir autrement, mais aussi de régler les politiques autrement, et on va pouvoir tester tout ça dans ce qu'on appelle aujourd'hui des jeux sérieux. Et puis, pour cadrer tout ça, pour savoir où on va, choisir les directions, eh bien, on va spécifiquement s'intéresser au problème de justice sociale
Et la justice sociale va nous intéresser dans un domaine particulier qui est celui de la justice distributive, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut partager des ressources et comment est-ce qu'on va mettre dans les mains des citoyens une réflexion sur les principes de partage de ressources. Alors, les ressources, ça peut être plein de choses, ça peut être l'eau, ça peut être le foncier, ça peut être l'argent public, ça peut être des efforts, etc. Voilà. Un autre outil important, une autre démarche importante va porter sur ce qu'on appelle la planification. C'est en fait inventer des plans d'action, des stratégies pour le territoire. Et ça commence d'abord par des actions, parce que les actions, c'est les briques avec lesquelles, en assemblant ces briques, on fait des plans d'action. Et donc, il s'agit d'aider les gens à formuler, proposer et discuter des actions et éventuellement, après, les mettre ensemble et voir si tout ça semble réalisable et répondre aux attentes. Alors, tout ça, c'était des outils plutôt, au départ, qui ont été faits, on va dire, de façon matérielle, physique, faits pour être utilisés dans une salle avec des gens ensemble. Mais en fait, on peut les porter sur des outils en ligne, des outils numériques, la plupart d'entre eux. Et donc, c'est une option qui est proposée. Et finalement, pardon, excusez-moi, je clique à l'envers. Et finalement, le truc le plus important, vous voyez qu'en fait, c'est le numéro 0 en réalité, parce que c'est celui qui normalement vient au début. On en a déjà parlé lors d'un webinaire précédent. C'est finalement de savoir qu'est-ce qu'on veut changer. Pourquoi on fait tout ça? Et de cadrer les intentions de changement, comment on veut faire bouger les lignes, et d'utiliser ça après pour piloter tout le machin, ce qu'on va faire avancer ensemble. Donc ça, c'est le regard qu'on va avoir sur cette évolution. Alors, ça prend des formes très variées, mais l'idée, c'est qu'à terme, on veut vous mettre à disposition et mettre à disposition de l'ensemble des citoyens d'Occitanie des outils que vous devriez pouvoir utiliser seuls au fur et à mesure. Alors, en fait, on va présenter ces outils et à chaque étape, on va vous demander votre avis sur ces outils, un avis très simple. Et je vais demander à Eva de lancer le sondage. Et normalement, vous devriez voir apparaître un petit sondage que vous allez utiliser étape par étape. Alors, vous allez voir, voilà, merci. Vous allez voir qu'en fait, ce sondage, eh bien, vous avez des questions les unes derrière les autres. Et c'est uniquement quand vous aurez vu chacun des transparents que je vais vous présenter maintenant que vous répondez question par question, progressivement, par rapport à ce sondage. Et donc, je vais commencer à vous présenter un certain nombre d'outils et d'approches. Et à chaque fois, on vous demande de cocher les cases pour la question correspondante. Et vous verrez qu'en fait, vous pouvez cocher plusieurs cases. Il y a une première partie qui concerne le fait de savoir si vous avez compris, si vous avez l'impression d'avoir compris. Et donc, il y a 3 questions. Je pense avoir bien compris, pas totalement clair ou je n'ai rien compris. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça concerne le fait que vous considériez que ça soit important de le faire avec des citoyens ou pas, ou à faire avec des spécialistes. Donc, à faire absolument avec des citoyens, à faire éventuellement avec des citoyens, à faire avec des spécialistes, ou sinon, vous considérez que c'est inutile et que c'est à ne pas faire. Voilà. Alors, donc, vous allez répondre à ça au fur et à mesure. Est-ce que tout le monde voit le sondage? Vous pouvez bouger la fenêtre avec votre souris, hein, c'est-à-dire vous pouvez déplacer la fenêtre si elle vous embête, et la décaler sur le côté, ou la rendre plus petite éventuellement, autant que nécessaire. Je peux commencer? Alors, premier outil et première proposition, si vous voulez, parce que comme je le disais, on est un peu sur la carte du restaurant. Ça va concerner précisément ce que je disais en dernier, c'est-à-dire le suivi et évaluation. Alors, vous verrez qu'à chaque présentation, on a la même forme. Et je vous dis quoi? Je vous raconte en gros à quoi ça sert, en quoi les citoyens sont concernés, si vous pouvez l'utiliser tout seul, et puis le temps de formation qu'on envisage et qu'on vous propose. Alors, la première démarche, c'est suivi-évaluation pour le copilotage du changement vers la résilience, c'est-à-dire apprendre à réfléchir ce qu'on souhaite obtenir comme changement, discuter ses objectifs de changement, réfléchir ensemble comment on peut suivre cette évolution, soi-même ou avec des experts ou avec des observateurs, et puis comment est-ce qu'on va adapter le cheminement, comment on va conduire l'espèce de gros véhicule qu'on est en train de mettre en branle maintenant avec ce dispositif. Donc, qu'est-ce qu'on produit? On produit un plan de suivi-évaluation, donc c'est comment on envisage de suivre et évaluer le projet, un peu de méthode et un plan de pilotage pour le projet. Donc ça s'appuie sur un outil qui s'appelle Encore, dans lequel il y a des choses qu'on peut mettre à disposition, comme un manuel, des cartes, et une version en ligne qui sera prochainement disponible. Alors, que peuvent faire les citoyens là-dedans? Eh bien, ils peuvent
débattre des changements ou des impacts attendus. On a déjà fait ça un petit peu dans un webinaire avant, donc c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez changer ou qu'est-ce que vous voulez garder. Les deux fonctionnent. On va vous aider éventuellement, quand c'est possible, à évaluer ces changements, soit pour vous-même, ce qu'on appelle de l'auto-évaluation, ou éventuellement pour créer une observation sur d'autres groupes ou sur l'environnement. Et puis, discuter les résultats de ces suivis, c'est-à-dire, on a observé des choses, et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, en parler éventuellement avec d'autres citoyens. Alors ça, c'est même quelque chose que vous pouvez faire de façon complètement autonome chez vous, et c'est quelque chose sur lequel on aimerait vous aider. Donc oui, avec des amis, pour définir ce que vous souhaitez changer, comment vous l'évaluez et que faire des résultats. Alors, pour savoir faire ça, on considère qu'il faut une journée de base de formation, et puis, si on va vers le pilotage, il faudra rajouter une journée. Vous voyez, c'est quand même déjà des éléments de formation importants. Alors voilà, vous avez le sondage et vous avez la première question. La première question, elle est numérotée 1-0. Je suis désolé, ça c'est le système de sondage qui fait que c'est un peu bizarre, c'est le deuxième chiffre qui sont. Suivi évaluation pour copilotage, encore choix multiples. Et là, vous pouvez choisir de répondre et vous pouvez cocher plusieurs cases sur cette première partie. Je vous laisse faire pendant 1 minute. Alors, si quelqu'un est perdu, vous appelez à l'aide. Eva, est-ce que tu peux me confirmer que vous m'entendez bien? Oui, je t'entends très bien. Je vous entends très bien. Merci Jean-Jacques. Je ne vois pas de réponse. Mais moi non plus, je ne vois pas de réponse pour l'instant. Oh, que si. Vous Très avez bien. cliqué? Bon. J'ai Oui, mais répondu. c'est à la fin du sondage, je pense que les réponses apparaissent. C'est pour ça. On va attendre tout apparaît en même temps. Tout apparaît en même temps, c'est pour ça que nous, on ne le voit pas au fur et à mesure. Alors, je continue. On passe à la question suivante. Alors, deuxième outil. Deuxième outil, c'est un outil que nous, on appelle Prépare, comme pré-participation. Et en fait, c'est un outil très important qu'on a utilisé, par exemple, avec des citoyens de la Drôme, et qui consiste, en fait, à préparer et organiser la participation et ce qu'on appelle la décision partagée. Et donc, il va s'agir de mettre sur la table, mettre en dialogue, finalement, les conditions et les étapes de participation, c'est-à-dire quels rôles vont être joués par les différents participants, que ce soit des citoyens, des élus, des associations, etc. Discuter à quel moment les gens vont intervenir et aller éventuellement vers ce qu'on appelle une charte de participation. Ça, c'est les règles du jeu, du fonctionnement de la participation, et éventuellement choisir un garant. Un garant étant une personne dont nous avons d'ailleurs des représentants parmi les participants, qui est le juge-arbitre finalement de la participation et de son déroulement. Voilà, comme dit Eva, c'est ce qui a été présenté la semaine dernière. Donc, les citoyens dans tout ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent découvrir et discuter des étapes de décision, comprendre qu'il y a certaines étapes de décision finalement dont on n'entend pas parler, mais auxquelles elles ou ils peuvent être associés et jouer un rôle. Ils peuvent choisir ce qu'on appelle un niveau d'engagement, c'est-à-dire ça m'intéresse d'être informé, mais je ne veux pas aller au-delà, ou alors je veux bien donner mon avis, ou alors je veux vraiment être fortement impliqué dans cette action-là. Et puis, bien discuter la position entre la participation citoyenne, par exemple, et les institutions, donc les collectivités, etc. Donc, il ne s'agit pas de remplacer les collectivités, mais d'enrichir l'action publique, encore une fois. Donc, tout ça, c'est des choses à mettre en discussion. Et puis, préciser les règles de participation et comment on va les faire respecter. C'est comme quand on joue au football, il faut avoir des règles et un juge-arbitre. Alors, est-ce qu'on peut faire ça chez soi? Oui. L'idée, c'est de comprendre et vraiment discuter ce qu'il y a dans la participation. Et c'est une discussion qui peut d'ailleurs être transposée aussi au cadre familial et au cadre professionnel. C'est un outil qui est aussi assez transposable. Alors là, le temps de formation, c'est une journée de base et 2 à 3 jours pour découvrir en fait toutes les étapes et méthodes. Parce que là, en fait, c'est un petit peu l'extension de ce qu'on est en train de faire maintenant. Parce que pour pouvoir construire un plan de participation, il faut savoir un petit peu de quoi on parle. Donc, ça suppose aussi un petit peu en amont, avant d'avoir abordé les choses. Voilà. Alors donc, deuxième question, préparer et organiser la participation. Et là, même question, on vous laisse répondre une petite minute. Niels, oui. Quand vous écrivez « à faire avec les spécialistes », ça sous-entend par exemple INRAE ou Lithopark?
Oui, ou d'autres, hein. Il y a des bureaux d'études, il y a des spécialistes dans les collectivités, etc. Oui. Très bien. Ou des associations d'ailleurs, hein, qui sont ici représentées, comme les CPIE, comme des associations locales, etc. Oui, mais des gens qui ont l'habitude de manipuler ce Voilà, matériel. des gens qui ont plus l'habitude, tout à fait. Voilà. Bien, alors je passe au suivant. Alors, le suivant, ça concerne ce qu'on appelle parfois les sciences citoyennes. En l'occurrence, il s'agit de faire discuter ensemble, en fait, ce qu'on aimerait savoir et connaître autour de soi. Il ne s'agit pas forcément d'aller compter les papillons ou regarder la qualité des rivières, ça c'est la suite, mais c'est de savoir si on aimerait compter les papillons, savoir si on aimerait connaître la qualité des rivières ou qu'est-ce qu'il y a dans son environnement urbain, etc. Donc l'idée, c'est en fait de discuter, c'est une participation au sujet de l'observation de son environnement, et donc d'organiser un regard et un dialogue pour se dire finalement qu'est-ce qu'on voudrait savoir sur notre environnement et comment nous, on peut y contribuer aussi, ou éventuellement, qu'est-ce qu'on va demander à des experts, parce que de nouveau, ce n'est pas forcément nous qui pouvons savoir. Mais là, l'idée, c'est essentiellement de se mettre d'accord sur ce qu'il doit y avoir dans l'observation participative, collective d'un environnement. Donc, c'est un outil qui s'appelle ROC ou Copper, hein, c'est la version anglaise ou la version française. L'idée, c'est, pour les citoyens, on va aller sur le terrain, on va essayer de discuter ce qu'on aimerait savoir, finalement, ce qui pose question dans l'environnement, ce qu'il faudrait observer dans l'environnement, la société, la ville et l'économie, d'accord? Et puis, pourquoi, en fait, on aimerait savoir ça? C'est-à-dire, c'est bien, on peut vouloir tout savoir, mais finalement, ça coûte cher de savoir, ça prend du temps, il faut des outils, etc. Donc, il faut choisir aussi. Et puis, proposer des façons d'observer. Voilà. Donc ça vient compléter en fait des démarches dites de sciences citoyennes avant pour se dire, mais à quoi ça sert d'observer? Qu'est-ce qu'on veut vraiment savoir? Bon, alors là, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être fait en famille, par exemple, en se promenant, en se disant finalement, dans notre environnement, qu'est-ce qu'on aimerait savoir de plus? Qu'est-ce qu'il faudrait observer? Qu'est-ce qu'il faudrait observer de façon plus durable et plus longue, etc. Alors ça, c'est assez rapide à s'approprier, c'est une demi-journée, et puis après, on laisse les gens se balader et réfléchir, et puis après, on peut faire du débriefing pour partager tout ça. Voilà, donc je vous laisse remplir le formulaire. Hein, c'est la question qui est numérotée 3.2. Allez, on continue. Alors, le 3 qui était cité tout à l'heure, en fait, on ne va pas en parler parce que ce n'est pas vraiment un outil participatif. J'ai laissé dans le tableau pour pas que vous soyez perdus. Mais cet outil qui s'appelle SMAG, en fait, on n'en parlera pas maintenant, puisque en fait, c'est plutôt un outil d'analyse. Alors, on peut en rediscuter avec certains d'entre vous, si vous le souhaitez, sur cette question d'analyse de gouvernance, comme on dit, mais on n'en parle pas maintenant. Et je passe directement donc à l'outil 4, qui est les deux éléments de l'outil qui s'appelle What a Game, qui est un vieil outil chez nous, très très largement utilisé dans le monde entier. Et là, on va le prendre par deux côtés, deux facettes. Il y a une première facette, un premier côté, qui est l'idée de ce qu'on appelle, enfin un peu techniquement, la modélisation. Donc, la modélisation, c'est quoi? En fait, c'est construire une représentation, quelque chose qui va nous aider à comprendre ensemble comment fonctionne notre territoire, mais en s'appuyant sur les connaissances qu'ont à la fois les gens et les experts, et donc en mettant sur la table, comme vous le voyez un peu sur les photos, des choses qui sont représentatives du fonctionnement du territoire, qui vont représenter l'évolution, ce qu'on appelle la dynamique, les ressources, mais aussi les aspects sociaux, etc. Et donc, il s'agit d'organiser tout ça dans un modèle, mais un modèle qui n'est pas un gros machin compliqué dans un ordinateur. Non, c'est quelque chose qui est sur la table, avec lequel on peut tripoter, avec lequel on peut faire des choses, et qui est accessible un peu à tout le monde. Alors forcément, on ne peut pas tout représenter avec ce type de modèle, ça a des limites, mais par contre, c'est un outil simple de construction. Et vous verrez après comment on l'utilise dans la deuxième partie. Alors les citoyens, en fait, on les associe à ça pour dire comment ils voient et comprennent leur territoire, qu'est-ce qu'il y a dans le territoire, qu'est-ce qui compte pour eux aussi. Ils vont construire le modèle et puis ils peuvent discuter aussi des activités, alors que ce soit des activités actuelles ou des activités futures. Et
aussi la façon dont ça va répondre à des événements ou des changements, typiquement le changement climatique ou des enjeux économiques ou le Covid ou que sais-je. Voilà. Alors, c'est des outils qu'on peut diffuser pour des usages même familiaux éventuellement. C'est des choses qu'on peut refaire. Nous, on l'a fait avec, moi je l'ai fait souvent avec des enfants. Je l'ai fait avec aussi des ministres. Donc, ça va à tous les côtés du spectre des acteurs. Mais ça n'a pas beaucoup servi pour les ministres. Ça dépend lesquels. Ce n'est pas forcément en France. C'était plutôt ailleurs. Et voilà. Oui, d'accord. Je comprends mieux. Comment on lance la machine? On lance la machine en général par une demi-journée de préparation avec l'outil simple que vous avez à droite, là, avec l'espèce de sac. Et puis après, on peut aller plus loin pour permettre de représenter votre territoire sur le littoral Occitanie, ses enjeux de résilience, etc. Donc voilà, donc ça, c'est la notion qu'on appelle modélisation participative. Et donc, je vous invite à remplir la question 4.1. 4.4.1, en fait, elle s'appelle. Construire un modèle de territoire. Alors, je le reprécise, hein, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tout le monde, hein, y compris on fait ça avec des gens qui sont totalement illettrés. À condition qu'il y ait des gens qui pilotent la discussion et le groupe. Oui, mais de toute façon, les gens, ils ont toujours des idées et des connaissances sur leur environnement. Quel que soit leur niveau d'éducation, c'est complètement indépendant. On a toujours des idées sur le monde dans lequel on vit. Alors, qu'est-ce qu'on en fait après? Une fois qu'on a un modèle, en fait, on peut faire de la simulation. Et en fait, on peut faire de la simulation aux gens. Et faire de la simulation aux gens, ça veut dire en fait leur faire jouer finalement comment le territoire va évoluer. Et donc, on a toujours ce modèle qui est posé sur la table, vous voyez les photos au milieu, qui représente le fonctionnement avec différents éléments, des ressources, des acteurs, etc. Et on va pouvoir explorer, on va pouvoir leur faire explorer des options. Donc là, c'est la deuxième partie du même outil, finalement, c'est l'utilisation pour se dire, finalement, si on change des choses dans notre monde, si on réagit face à des scénarios, etc., qu'est-ce qui va se passer et comment les autres vont réagir? Donc, on peut jouer soit son rôle, on peut jouer aussi le rôle d'autres acteurs, on peut jouer les politiques, on peut jouer les agriculteurs, les associations, les touristes, etc. Et donc, il va s'agir de se dire finalement comment tout ça va bouger. Donc là, on a un outil de base. On a aussi un outil qu'on va commencer à développer prochainement, qui ne devrait pas prendre trop de temps pour nous, qui est un outil qu'on va appeler probablement LithoWag, qui est attaché à Lithopar, qui est un kit spécifique pour vous permettre, vous, de faire finalement des petites simulations, des jeux de résilience autour de votre situation pour réfléchir des actions et des adaptations. Alors, c'est possible un peu pour tout le monde. Vous pouvez même éventuellement adapter le jeu à vos besoins. Et là, il s'agit d'explorer, discuter toutes les situations qui peuvent être rencontrées. Alors, il peut y avoir plus ou moins d'expertise qui est mise dedans, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des trucs un peu techniques qu'on peut apporter en faisant participer à la conception des experts, je ne sais pas quoi. Par exemple, on a des projets actuellement sur la réutilisation des eaux usées traitées en viticulture. Voilà, ça, c'est un domaine un peu plus technique et ça peut être intéressant de mettre ça sur la table. D'ailleurs, je sais que dans l'assistance, il y a Benjamin Nourri, dont c'est le sujet de la thèse qu'il a juste achevé. C'est des choses importantes pour aider à comprendre et penser le changement entre acteurs. Voilà. Donc, suite du questionnaire, on est à la question 5.4.2, simuler le territoire par un jeu de rôle sérieux. Voilà. Bon, alors vous voyez que j'accélère un petit peu. Hein. Alors, l'outil suivant, je l'ai évoqué tout à l'heure, il va parler de justice sociale. Alors, justice sociale, c'est un grand mot qui dit beaucoup de choses ou qui dit rien selon les cas. Mais en tout cas, ici, on va s'intéresser au problème ou à la question du partage. Et là, il va s'agir de faire débattre les gens ou des différentes personnes autour des principes de partage. Bon, partager quoi? Partager, on l'a dit, de l'eau, de l'argent public, partager de la terre, partager du droit à carbone, partager des efforts collectifs, des choses comme ça. Différentes choses, ça c'est un peu à la liberté des participants. L'idée, c'est que chacun puisse comparer aussi sa vision en termes de ce qu'il trouve juste de faire et ce que les autres trouvent juste de faire et comment on a un chemin à l'interface de ces visions qui sont souvent différentes entre les personnes.
Bon, JustGrid, c'est l'outil concerné. C'est un outil relativement simple et rapide. L'idée, c'est que chacun va noter ses préférences et puis on partage tout ça. Alors, bon, de nouveau, éventuellement, c'est quelque chose qu'on peut transposer si certains d'entre vous souhaitez le faire avec des amis ou en famille. Et c'est relativement rapide, c'est une demi-journée pour discuter ça, même si c'est quelque chose de très important. Et l'idée, c'est éventuellement, après, dans le cours du projet, d'y revenir pour se dire est-ce qu'on a bougé, est-ce que les lignes ont bougé, est-ce que notre compréhension, nos intentions ont bougé par rapport à ces questions de justice. Et la résilience est très connectée à ces problèmes de justice parce qu'il y a des questions de redistribution par rapport par exemple, ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire l'exposition à différents risques et changements. Voilà, et donc c'est la question 6.5 dans le questionnaire. Petit sondage. On s'approche de la fin, je vous rassure. Voilà. Alors, point suivant, très important, un outil qui existe depuis longtemps et qui a eu pas mal de versions dans différents endroits, qui s'appelle Coplan et qui parle de planification. Alors, on en a entendu parler politiquement, mais là, en l'occurrence, on est dans un monde beaucoup plus local avec des gens qui travaillent pour faire quoi? Pour proposer des actions, des choses à réaliser, donc un peu comme les budgets participatifs que vous connaissez, d'écrire ces actions avec un langage commun. Donc, on va aider en fait les gens à parler le même langage de manière à ce que ça ne soit pas un dialogue de sourds, et puis comparer les ressources et les raisons pour lesquelles ils souhaitent mettre en place ces actions. Donc là, il s'agit dans un deuxième temps, de prendre toutes ces briques, ces propositions qui peuvent être très nombreuses. Les projets qu'on copilote actuellement en Tunisie, il y a plusieurs milliers d'actions qui sont proposées par les gens. Les gens, ils ont toujours des idées assez diverses, et de mettre ça ensemble pour faire une stratégie territoriale qui peut être très hétérogène. Il peut y avoir des choses qui ont à voir avec l'eau, avec l'énergie, avec l'alimentation, avec l'éducation, avec la santé, avec la solidarité, etc. Tout ça, ça fait un grand plan territorial. Et le plan territorial, il faut réfléchir s'il est réalisable et s'il va produire les effets attendus. Donc, ça sert à ça. Ça se fait assez bien avec des citoyens. Ça peut prendre un peu de temps pour faire mûrir les choses. Et l'idée, c'est que cet assemblage de plans, on le fait à différentes échelles pour les niveaux familiaux, de quartiers, de communes, etc. En tout cas, ça motive assez bien les gens en général. Et en termes de temps de formation, on est sur des bases de formation de l'ordre d'une journée. Par contre, après, le processus lui-même, il peut se dérouler sur plusieurs mois, sur un an, parce qu'il faut mûrir ça dans le dialogue social aussi. Voilà, donc c'est la question 7.6. Proposer, organiser des actions et stratégies. Et on va arriver au dernier. Tu as oublié ton téléphone. Alors, je passe au dernier. Et donc, le dernier, ça concerne l'utilisation d'Internet et ce qu'on va appeler les services en ligne. Entendu. Alors, ce n'est pas des logiciels, mais c'est finalement tout simplement projeter tout ce que je viens de raconter étape par étape dans des outils disponibles en ligne. Alors, c'est quoi l'avantage de travailler en ligne? Bon, alors je vous passe sur les effets Covid, évidemment, qu'on subit à cet instant, puisque là, on est en train de se parler à distance, mais en dehors de ça, il y a quand même d'autres aspects qui sont importants. C'est le fait que n'importe qui peut utiliser le bidule à n'importe quel moment. On n'est pas forcément obligé d'être tous ensemble au même moment. Et s'il y en a qui aiment faire ça la nuit, ils le font la nuit. D'autres, ils le font quand ils ont le temps, etc. Et puis, les informations qui sont produites, en fait, on peut effectivement les archiver, on peut les partager, on peut réutiliser tout ça, et surtout, on peut aussi étendre plus largement, c'est-à-dire qu'en termes de nombre de participants, on peut aller plus loin. Bien entendu, il y a aussi des problèmes d'accès pour ceux qui n'ont pas l'habitude des outils numériques et pour qui c'est plus compliqué. Donc, c'est toujours un compromis entre utiliser plus de numérique parce que ça devient quand même un truc assez généralisé dans nos sociétés, mais aussi respecter les contraintes qu'ont des personnes pour des raisons techniques, pour des raisons économiques et financières, pour des raisons de compétences. Voilà.
Alors, évidemment, c'est fait pour une utilisation autonome, mais il faut avoir Internet. Et là, les temps de formation pour les outils sur lesquels on travaille, ça va dépendre des outils. C'est des choses qui sont en cours en termes d'utilisation. Voilà, donc c'est la dernière question, c'est la 8.7. Utiliser les services de participation en ligne. Et quand vous avez terminé, vous pouvez envoyer vos réponses. Et nous, on va voir ça apparaître. Et je crois que Eva doit pouvoir même vous rendre les résultats visibles au fur et à mesure. Alors, il faut que je mette fin au sondage. Non, je ne crois pas qu'il faille que tu mettes fin au sondage. Si tu mets fin au sondage… Ah non, c'est bon. Non. Là, j'ai les réponses. Ouais. Mais alors, par contre, le rendre visible, ça, c'est pas… Non, mais il y a marqué « Les spectateurs sont en train de consulter les questions ». Les spectateurs… Est-ce que vous voyez les réponses de tout le monde ou vous voyez uniquement… Non. Non, Non, on les voit pas. Enfin, comme je ne suis pas curieux, je… Ok. Là, c'est bon, il y a toutes les réponses de tout le monde, mais je clique sur mettre fin au sondage, j'ai peur que ça… Tu dois pouvoir l'enregistrer normalement, Eva. C'était ça l'objectif. Non, mais j'ai que ce bouton. Bon, est-ce que tout le monde a rempli? Donc là, on a eu 14 sur 14 qui ont voté. Donc, je pense que c'est… Tu peux mettre fin au sondage, effectivement. Allez. Ok. Ah, voilà. Là, maintenant, je peux partager les résultats. Voilà. Alors là, normalement, tout le monde voit des résultats. Ah, ça marche bien. Est-ce que tout le monde voit les résultats, effectivement? Oui. Très bien. Oui. Voilà, alors commentaire rapide, parce qu'on est très en retard. On voit, je vais parcourir simplement la deuxième partie des questions concerne la distribution. Donc, sur la première, on voit que c'est très partagé sur qui doit s'y coller. La deuxième, sur prépare, c'est soit avec les citoyens, soit par les spécialistes. Là aussi, les avis sont assez tranchés. La troisième, c'est sur la conception des observateurs participatifs. Ah, ça, c'est un truc de spécialiste, donc c'est assez intéressant, au moins pour l'échantillon qui est ici présent. Alors, de nouveau, sur la construction du modèle de territoire, citoyen ou spécialiste, donc on voit aussi très tranché, très équilibré. Je passe tout de suite à la justice sociale. Ah, là, c'est encore un truc Alors là, pour le coup, c'est les citoyens, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. La planification, c'est partagé. Tout ça est très, très partagé, finalement. Alors, voilà. Donc, on va enregistrer les résultats et on va conclure. Moi, j'ai conclu essentiellement cette partie. Juste pour vous dire, on ne va pas le faire maintenant. En fait, on va vous demander plus tard de revenir. Ça vous prendra pas plus que 2-3 minutes, juste pour prioriser. En fait, prioriser, ça veut dire exprimer les priorités sur ces différentes choses. Donc, vous aurez le formulaire dont l'adresse est ici, mais on va vous le renvoyer. Ne vous inquiétez pas. Ça sera à faire plus tard, juste pour indiquer votre ordre de priorité par rapport à ce que vous avez vu. Là, vous avez donné vos avis sur qui devait le faire, etc. Et là, on va vous demander vraiment de matérialiser vos priorités par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé. Ça nous concerne, nous, personnellement. Oui, ce qui vous concerne, vous, personnellement, ou ce que vous pensez qui devrait être fait, disons, pour les citoyens en général. Donc, vraiment, votre perspective d'habitants citoyens, si vous voulez. Voilà, je laisse Eva reprendre. Ok, alors, donc là, on a eu un bon aperçu un petit peu de beaucoup d'outils couplage, donc de beaucoup de choses sur lesquelles nous, on va pouvoir apporter des contenus de formation et appuyer éventuellement les projets littoraux dont on parle depuis le début et le réseau de médiateurs, de citoyens médiateurs. Et on voulait quand même revenir sur quelques retours et quelques remarques qui ont été faites par certains d'entre vous par mail et un petit peu via le questionnaire que j'avais envoyé, qui n'a pas été très rempli, donc qui n'est pas très représentatif. Et donc, voilà. Il y a quelques remarques qui ont été faites, donc je les ai notées ici. Donc, il y a une remarque sur le fait que par endroit, il y a une trop grande abondance des sollicitations, merci mille, sur les territoires, sur une population locale qui peut être parfois peu nombreuse et pas forcément toujours en demande de nouveautés. On a eu des expressions sur la crainte d'être utilisé en tant que citoyen pour la bonne conscience d'élus ou d'institutions, la crainte de
est-ce que vraiment, en tant que citoyen, on peut avoir une vraie utilité dans ce type de processus? Est-ce qu'on peut être entendu? Voilà, il y a eu cette remarque. Et puis, la remarque que nous, on avait déjà faite et qu'on partage vraiment et sur laquelle on va essayer d'un petit peu axer nos réflexions juste là dans 5 minutes, c'est qu'il y a à ces webinaires trop peu de citoyens lambda qui sont présents et donc on est encore en quelque sorte dans un entre